tout de suite prendre la direction de Cannes, où se trouve Corentin Alanzon. Bonsoir Corentin, vous êtes devant la gendarmerie de Cannes. Vous en savez plus sur le profil du chauffard de Mougins qui a donc tué ce gendarme qui s'appelait Éric Comines. Le suspect en garde à vue est un Cap-Verdien né en 1985. Il possède un titre de séjour valide d'une durée de 4 ans qui court jusqu'en janvier 2026. Il était connu des services de police et de la justice, principalement pour atteinte aux personnes et pour infraction à la circulation routière. Il a été condamné 10 fois déjà, notamment pour délit de fuite en 2012, pour conduite sans permis en 2014 et pour conduite sous état alcoolique en 2023. Cela semble avoir été le cas également hier soir. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique par le parquet de Grasse. Cela étant considéré comme un homicide volontaire, il risque la peine de prison à perpétuité. Voilà pour cet individu. Éric Nolot, on voit le parcours de délinquance. On met de côté le fait que c'est un Cap-Verdien en situation régulière sur le sol français. Oui. Ok. Là, le parcours de délinquance, ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est effectivement, et la qualification, c'est meurtre. Voilà, parce que ce sont des meurtriers de la route. C'est pas qu'on voit le parcours du délinquant, c'est qu'on revoit un parcours de délinquant. C'est une histoire qu'on a déjà entendue. C'est quelqu'un d'abord qui n'aurait jamais dû se trouver au volant d'une voiture. Pour commencer, quand vous commettez autant de délits, conduite sans permis, délit de fuite, conduite en état d'ébriété, son permis aurait dû lui être enlevé d'un coup pour la totalité. Il était en situation régulière. Est-ce que quelqu'un en situation régulière, quoi qu'il fasse sur le territoire français, a le droit de rester? Ça, c'est un débat qui mériterait quand même d'être ouvert. Mais on va l'ouvrir. Et puis ensuite, en effet, il faut nommer les choses. Ce refus d'obtempérer qui a l'air d'être une simple incivilité. Voilà, oui. Ben non, c'est un délit qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et malheureusement, comme d'habitude, il y a souvent une inversion dans certains discours, les discours d'extrême gauche. On a l'impression que le policier qui demande à une voiture d'obtempérer, de s'arrêter plutôt, commet un excès d'autorité et que l'autre est une victime de la violence policière. Là, il s'avère que c'est exactement le contraire. Louis de Ragnel, refus d'obtempérer. Il faut peut-être trouver un autre terme, parce qu'on est bien au-delà du refus d'obtempérer. On est sur des meurtres quasiment. Ah ben je suis d'accord avec vous. Après, il faut des sanctions plus lourdes. Après, une fois que la personne sera condamnée, la qualification pourra changer. Là, pour le coup, si là, pour le coup, la qualification, meurtre, mais parce que c'est un gendarme. Ce serait sans doute un kidam, il n'aurait peut-être pas la même qualification. Vous être condamné pour meurtre. Après, le refus d'obtempérer, c'est que par rapport à l'action des policiers et des gendarmes. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, le terme est peut-être un peu doux et surtout on l'a un peu banalisé parce qu'il y a un refus d'obtempérer tous les 21 ou 22 minutes, je crois, en France, ce qui est quand même considérable, ce qui montre que en fait, le refus d'obtempérer, c'est extrêmement répandu, extrêmement courant et tous les policiers et les gendarmes de France savent que s'ils n'ont pas été exposés, un jour ils le seront. Et forcément, c'est quelque chose qui les angoisse profondément, parce que par définition, c'est quelque chose qui survient, qui n'est pas prévu. C'est très difficile parfois d'anticiper ce que peut faire le conducteur d'une voiture. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un fléau, c'est un problème qui a explosé au moment du Covid. Et ça, c'était un moment, justement, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un accélérateur, si on peut parler comme ça. Moi, ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est que cette personne qui a été 10 fois condamnée par la justice 10 fois. avait une carte de séjour temporaire de présence sur le territoire de 4 ans. C'est-à-dire que la France lui a ouvert les bras pour l'accueillir pendant 4 ans. C'est une personne d'origine capverdienne, comme vous l'avez dit. Et ce qui paraît ahurissant, c'est qu'après 10 condamnations, cette personne ne s'est même pas vue retirer sa carte de séjour. Ni sa carte de séjour, ni son permis. Hein, mais à la limite, le permis, c'est... Mais non, pas à la limite, parce que sinon, il n'aurait pas tué le gendarme. Si le territoire national, il n'y aurait pas eu ce drame. Et je pense à tous les pays dans lesquels, si vous commettez la moindre infraction, vous êtes dehors tout de suite. Expulsé du pays. Vous êtes dehors tout de suite. Voilà, je pense qu'en fait, en France, il faudrait faire comme ça. Frédéric Clause, vous êtes commissaire de police. Ça vous est déjà arrivé d'avoir la peur au ventre sur ce type d'opération ? Oui, ça m'est arrivé pour moi-même, ça m'est arrivé pour les policiers que je commandais. Là, en l'espèce, j'ai une pensée émue pour ce gendarme, pour ce père de famille, cette vie humaine qui a été arrachée aux siens. C'est quelqu'un qui s'est engagé pour défendre les autres. Gendarme, c'est un magnifique métier. Gardien de la paix, c'est un magnifique métier. Ce qui, moi, me pose problème, c'est pas tant le quantum des peines. Dans le code pénal, tout est écrit. C'est l'effectivité. Et puis, je rajouterai... C'est-à-dire qu'on ne les condamne pas à la hauteur de ce qui est prévu ? Surtout, on ne met pas en application les peines quand elles sont condamnées, puisqu'on les aménage trop. Peut-être qu'on ne les condamne pas à la hauteur. Et en l'espèce, puisqu'on a affaire à quelqu'un, il
faudra voir, qui est multiréitérant et peut-être même multirécidiviste, ou les deux. Quoi qu'il en soit, bien souvent on nous dit, quand on veut par exemple mettre en place des peines planchées, attention, il y a un principe d'individualisation des peines. C'est un principe constitutionnel, donc ça fait partie de l'état de droit. Mais l'individualisation des peines, là je lance le débat, il faut qu'elle aille dans les deux sens. Pas simplement en faveur du mis en cause ou du condamné, et pourquoi pas, si vraiment il faut individualiser, mais lançons le débat. Que cette individualisation des peines aille aussi en faveur de la société pour durcir les peines quand on a quelqu'un qui est multiréitérant. C'est pas normal. Quand on a quelqu'un qui commet 2, 3 infractions à un moment donné, il faut que la société puisse s'emparer, la justice, de son dossier, le juger et qu'on trouve une voie juridique pour pas simplement dire vous allez être jugé la prochaine fois, un coup en comparution immédiate, une prochaine fois vous avez une oui, puis vous serez relâché assez vite, voilà. Vous serez relâché et puis on s'y perd et tout ça est dispersé. Cette dispersion est catastrophique, elle est pernicieuse et le principe d'individualisation des peines, il doit marcher dans les deux sens, y compris pour durcir les peines. Voilà, c'est un débat que je lance, puisque ça va toujours dans un seul sens. Et pas seulement pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Bien sûr. Je pense à tous ces Français qui ont perdu un proche dans un accident de la route. Yannick Aleno qui a perdu son fils, qui dit voilà, on ne peut pas avoir ces meurtriers en puissance qui ressortent 4 ans après. Là, Mélanie Lemay, cette jeune gendarme de 26 ans, Eric Nolot, 2020, elle est fauchée en juillet 2020. 4 ans après, là, cet été, le condamné a été remis en liberté, sous bracelet électronique. Ah oui. Mais pour ses parents, elle, c'est la perpétuité. Parce que les grands oubliés, ce sont les victimes, en effet. Comme toujours. Voilà. Alors que ça devrait être au centre. Parce que c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Ah, bien sûr. Rachel. Les gens sont morts pour l'éternité et ceux qui les pleurent pour toute leur vie. Oui, voilà. Oui, parce qu'en plus, normalement, justement, la peine, la bien nommée la peine, en fait, c'est aussi un moyen de réparer aussi un petit peu les familles. Enfin, face à cette injustice, justement, cet homme qui perd la vie dans le cadre de ses fonctions, comment les familles se sentent reconnues. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est dans le domaine du pénal, mais il y a un autre domaine qui est oublié aussi, c'est le domaine véritablement de la citoyenneté, de cette autorité, de cette prévention, de préparation de tous nos petits citoyens à leur vie future. C'est assez inadmissible que les lois, finalement, soient simplement dans les codes et pas mises en œuvre, comme vous le disiez. Bien sûr, j'aimerais juste qu'on écoute un policier délégué départemental du syndicat Unité qui est très en colère après ce qui s'est passé à Mougins. Écoutez-le. En réalité, on a affaire à des hommes et des femmes, si tant est qu'on puisse encore les appeler comme ça, qui retirent des vies, en réalité, qui se foutent de tout, qui se foutent de l'autorité, qui se foutent de la police, qui se foutent des pompiers, des enseignants, des médecins. Il y a une inversion des valeurs, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et puis on a autour de tout ça certains partis politiques qui aiment pratiquer la politique de l'excuse, de l'accompagnement. On va essayer de trouver... Encore une fois, le pourquoi du comment, on va trouver des excuses en réalité à ces tueurs de la route. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à trouver. Aujourd'hui, il faut absolument être infaillible. Il faut que l'État soit fort, il faut que la justice soit forte et il faut que les policiers et les gendarmes puissent travailler de manière sécure. On ne devrait pas avoir à se poser cette question-là aujourd'hui. En réalité, il faut que les lois soient faites pour que les policiers et les gendarmes puissent faire leur travail correctement. Et il appartient à l'État de prendre soin de ses forces de sécurité. J'aimerais aussi qu'on aborde le profil de ceux qui s'adonnent à ce qu'on appelle les refus d'obtempérer, mais je pense qu'encore une fois, il faudrait trouver un mot un peu plus dur. On fait le point avec Mathieu Devet, vous allez voir le profil, il est extrêmement clair. Le refus d'obtempérer est défini par le Code de la route comme le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire. En moyenne, selon le ministère de l'Intérieur, sur la période 2016-2023, 25 700 refus d'obtempérer par an ont été enregistrés. Et ils semblent devenir de plus en plus graves. Près d'un refus d'obtempérer sur 5 est ainsi qualifié de délit aggravé, c'est-à-dire qu'il expose directement d'autres personnes à un risque de mort ou d'infirmité. La part de ces délits aggravés est passée de 16% en 2016 à 21% en 2023. L'année dernière, parmi les 4 900 refus d'obtempérer aggravés, 10% ont mis en danger des agents de police ou de gendarmerie. Les statistiques permettent aussi d'esquisser le profil des auteurs. Sur le périmètre de la police nationale, 97% des faits sont commis par des hommes et 75% par des personnes âgées de moins de 30 ans. Un conducteur coupable de refus d'obtempérer risque 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Voilà, les chiffres sont assez révélateurs, Arnaud Benedetti. 97% des hommes, bon, 75% moins de 30 ans. C'est des générations comme ça. Oui, alors ce qui est très frappant, en effet, c'est l'augmentation sur ces 7 dernières années, qui est en effet considérable, ce qu'on appelle les refus d'obtempérer. Mais moi, si vous voulez, cette affaire dramatique et tragique, et je veux dire, c'est son interprétation politique qui est intéressante aussi à effectuer, c'est que ça traduit inévitablement dans la perception que l'opinion se fait une forme d'impuissance de l'État de répondre à ce défi qui est lancé finalement à tout ce qu'on appelle l'ordre public. Déjà, ça c'est un premier point. Et vous avez dans cette affaire tout un concentré d'un certain nombre de mots qui sont bien évidemment des enjeux politiques. C'est, vous l'avez rappelé, le défi de l'autorité. C'est ensuite, qu'on le veuille ou non, malgré tout, la question de la politique migratoire, parce que je rejoins... Je ne sais plus lequel d'entre nous disait autour de la table que malgré tout, il y a un sujet. Voilà quelqu'un qui avait été condamné, qui était multirécidiviste. La réponse pénale est un sujet à mes yeux. Et qui, en effet, je veux dire, malgré tout, était encore sur le territoire français. Est-ce que ça se passe différemment ailleurs? C'est une vraie question qu'il faut poser. Je n'en suis pas sûr. Et troisièmement, vous avez un autre sujet. C'est la question de la sanction. Parce que voilà quelqu'un qui est multirécidiviste, donc qui a été condamné à plusieurs reprises, qui a été manifestement plusieurs fois incarcéré, vraisemblablement, pour les délits qu'il a commis, qui est ressorti. Et donc, ça, si vous voulez, infuse quand même dans l'opinion publique l'idée que, finalement, la justice ne ferait pas son travail à la hauteur de ce qu'attendent les citoyens. Et vous savez, il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est quand on regarde la défiance dans la société française. Dans la défiance, vous avez une catégorie qui, aujourd'hui, est l'objet d'une très grande défiance. Ce sont les magistrats. Alors, à tort ou à raison, il ne s'agit pas de faire le procès des magistrats, mais les Français, aujourd'hui, n'ont plus confiance dans leur justice. Donc, ils n'ont plus confiance, finalement, dans un élément qui est absolument essentiel dans l'architecture institutionnelle du pays. Donc, en effet, le sujet, c'est peut-être considéré par certains comme un fait divers, mais c'est un sujet éminemment politique, et c'est un sujet d'abord politique. Et c'est un sujet de société. Et moi, la statistique qui me frappe le plus, c'est 75% des personnes de moins de 30 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont représentants d'une génération. Le syndicaliste policier a utilisé une expression qui est très éclairante pour moi. Ces gens-là ont été élevés dans l'inversion des valeurs. Oui. Voilà. Alors, ça peut prendre des formes beaucoup moins dramatiques. Ça peut être la contestation de l'autorité du professeur, par exemple, qui ne prend pas toujours des formes violentes, mais enfin, qui leur pourrit la vie, et ça peut prendre une forme dramatique. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. En fait, ces gens-là sont le produit d'un système, d'une inversion des valeurs, d'un laxisme généralisé, et je pense que la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs actes. Pour eux, un policier qui leur dit de s'arrêter, c'est nul et non avenu. Ça n'a aucune importance pour eux, ils passent. Et s'ils le tuent au passage, eh bien tant pis pour le policier. Amrina Medjeber. Alors, les chiffres démontrés permettent précisément de relativiser sur cette fameuse doctrine des violences systémiques des forces de l'ordre, puisque je rappelle que la police nationale ne peut pas exercer une violence systémique sur les citoyens, elle les protège, et elle a l'épée de Damoclès qui s'appelle l'IGPN. Donc les violences ne peuvent pas être de facto systémiques. La première des choses, c'est ça, donc c'est ce avec quoi l'extrême gauche nous bassine sans arrêt, cette fameuse violence systémique. La deuxième, c'est effectivement sur le parcours délinquentiel de cette personne. Elle est arrivée en France il y a 4 ans. La question que vous souleviez, Louis, elle est évidemment politique et très importante. La France, ça se mérite. C'est un pays de droit, mais également de devoir. Être français, ça se mérite. Ça se mérite par une exemplarité citoyenne. Maintenant, il y a un problème, un déficit sur le plan de la réponse judiciaire, puisqu'on voit déjà qu'il en est à cette 10e condamnation, ce qui n'est quand même pas rien. Comment réfléchir à ça? Vous êtes un expert de la sécurité. Peut-être faudrait-il opter pour le modèle des Pays-Bas, c'est-à-dire une application immédiate, même courte, avec une peine sévère, qui pourrait effectivement déjà amoindrir les effectifs, pas les effectifs, mais la population carcérale, puisque les Pays-Bas sont en complète décroissance carcérale. Et puis il y a également, je suis désolée, le problème politique, comme le disait M. Benedetti, un refus d'obtempérer. Je rappelle quand même qu'à la mort de Nahel, au sommet de l'État, on nous a expliqué que c'était inqualifiable et inexcusable. Vous avez toute une frange de l'extrême gauche qui a qualifié ça, qui a indiqué que de toute façon, pendant les émeutes qui ont mis la France à feu, eh ben non, en fait, il fallait pas appeler au calme. Il fallait que ça se débride, il fallait que ça s'enflamme, il fallait que les commissariats brûlent, il fallait que les écoles brûlent, il fallait que les hôpitaux brûlent, il fallait que la société entière soit à feu pour qu'en définitive, le président de la République se dise « Ah ben, je me donne 100 jours pour réfléchir ».
Et puis finalement, c'est peut-être parce qu'ils sont pas allés à la mer et à la montagne que voilà, c'est l'oisiveté qui a permis dans la oisiveté. Donc il y a aussi un problème dans le langage, dans la perversion du langage, où la vérité devient de plus en plus malléable, où la vérité est de plus en plus mise sur le banc des accusés. Cette inversion des paradigmes, elle est malheureusement extrêmement criminogène pour notre société. Ça vous fait réagir, Arnaud Benedetti, puis après je passe la parole au commissaire. Au mot de Platon, disons que la décomposition des cités commence avec la fraude des mots. Exactement. C'est vrai, quelque chose qui me paraît absolument essentiel. Quand on n'emploie pas les bons mots pour nommer la réalité, déjà, on a désarmé quelque part évidemment, intellectuellement. il faut nommer les choses, La réponse sinon de l'État. on rajoute de la confusion. Frédéric Loos, commissaire. Moi, je pense aussi à Tacite qui disait quand une société n'a plus de mœurs, elle crée des lois. Mais oui, parce qu'on crée des lois, mais le plus important, c'est les mœurs, c'est l'éducation. Par rapport à ce que vous avez dit, j'y souscris. La sécurité, c'est un droit fondamental. Pour ceux qui l'ont oublié, il y a eu cette période magique des Jeux Olympiques, où certes, il y a eu des moyens extraordinaires qui ont été mis en place, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a de la fraternité, il s'est passé qu'on a retrouvé de la confiance, il s'est passé qu'on a retrouvé de l'optimisme, etc. Et il faut réfléchir. Alors évidemment, on ne va pas remettre le même nombre d'effectifs sur ce qui s'est passé et comment faire en sorte qu'on prolonge et qu'on sorte en tout cas des schémas dans lesquels on est, qui font que les politiques de sécurité et les politiques pénales, qui sont d'ailleurs en parallèle et qui jamais ne se concertent, les deux ministères de l'Intérieur et de la Justice, il faut sortir de ce modèle. C'est un modèle du XXe siècle, c'est un modèle dépassé. Tout en respectant l'autorité de la chose jugée, les décisions de justice, il faut que les politiques de sécurité et les politiques pénales s'élaborent conjointement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour revenir à l'autorité, depuis 20 ans, on a une multiplication des outrages, des rébellions, des atteintes et des violences sur les dépositaires de l'autorité publique. Certains, vous l'avez dit, disent oui, c'est la faute des policiers, violences systémiques. Quand il y a des violences systémiques et qu'il y a des brebis galeuses, elles sont expulsées de la police ou elles sont sanctionnées. Et il y a un travail à faire. Mais il ne faut pas confondre les trains qui déraillent, les 0,1%, avec les trains qui arrivent à l'heure. Le problème, ce n'est pas la violence policière. Les pompiers sont attaqués, les professeurs sont attaqués. Il y a une réflexion à avoir. Tout est profond. Voilà. Et puis, il faut rétablir ce qu'on appelle l'usage légitime de la force, à ne pas confondre avec les violences policières, parce que ça commence par la sémantique. Allez, petite pause. On continue à parler de sécurité. Vous restez avec nous, commissaire. On partira à Grenoble après une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur